Influence Corner, le podcast à la croisée des chemins entre marques et influenceurs. Je suis Myriam Ouni, influenceur spécialiste. J'ai créé Lou Agency, une agence d'influence marketing. Dans ce podcast, j'interviewe des experts du marketing d'influence pour étendre et alimenter la réflexion autour du marketing d'influence. Je partage également mes conseils et mes astuces pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Cette semaine, direction la Corée du Sud, accompagnée de Laura Koppler, spécialiste des cosmétiques coréens et rédactrice du magazine en ligne Junk Magazine, sur lequel elle partage son expertise K-Beauty. Il y a déjà 10 ans, Laura s'intéressait aux rituels de beauté coréens pour sa propre consommation. Très vite, elle est séduite par les innovations et les résultats probants. Véritable phénomène planétaire, la K-Beauty a eu des débuts timides en France. Mal comprise par les distributeurs, Laura décide de partir à l'assaut de ces marques coréennes pour les accompagner sereinement sur le marché français, tout en continuant de faire de la pédagogie en France. Plongée dans l'univers coréen pour mieux comprendre ces rituels de beauté. Et comme toujours, je compte sur vous pour noter cet épisode sur Apple Podcast et Spotify. Vos avis et commentaires m'aident à adapter le contenu et augmenter la visibilité du podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Salut Laura. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Tu es experte et spécialisée dans la K-Beauty, donc c'est la cosmétique coréenne. Mais je vais te laisser d'abord te présenter et nous dire comment tu as commencé dans ce milieu-là et aussi qu'est-ce que t'apporte aujourd'hui ta spécialisation en K-Beauty. Oui, donc moi c'est Laura, j'ai 32 ans. J'ai commencé à plonger dans le bain des cosmétiques coréens il y a 10 ans de cela maintenant. Un petit moment. Même un peu plus. Tout simplement en tant que consommatrice lambda, parce que j'ai un parcours assez classique finalement de la jeune femme qui a des problèmes de peau, qui se cherche un peu, qui teste tout ce qu'il y a sur le marché et qui finalement, par un heureux hasard, finit par tomber sur les soins coréens, puisque moi-même j'étais très très fan de voyages en Asie, j'allais beaucoup dans différents pays d'Asie, et c'est justement en tombant sur des produits, alors moi j'ai commencé classiquement avec de la bébé crème, de l'huile démaquillante, mais ces deux produits-là ont été un peu révélation pour moi. Je me souviens, c'était même avant qu'Herborian lance sa bébé crème en 2009 en France, donc finalement moi j'avais beaucoup de difficultés à trouver les produits asiatiques, qu'ils soient d'ailleurs japonais ou coréens, et alors voilà, moi j'ai eu l'envie en testant ces produits-là, je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, tout d'abord c'est extraordinaire, il faudra en parler autour de soi, parce qu'il faut ouvrir la voie à d'autres gens. On était à une époque, il faut bien le rappeler, vraiment émergente au niveau, c'était un peu pivot au niveau de la consommation beauté, tout le monde recherchait un peu des produits différents, tout le monde commençait à en avoir marre un peu des grosses marques, avec toujours le même sempiternel discours. On était tous un peu en train de se chercher, de se former aussi à la lecture des étiquettes produits. Donc je me suis dit, il y a vraiment une force, une valeur ajoutée sur les produits coréens à partager. Et surtout, deuxième constat, je me suis dit, mais les produits, on ne les trouve pas ici. Donc j'ai commencé à maturer un peu ma réflexion autour de cela, sans savoir que ça allait devenir un projet entrepreneurial pour moi, plus tard. Donc voilà, comment j'ai commencé. J'ai tout simplement ouvert un premier blog à l'époque sur les cosmétiques coréens, qui s'appelait Beauté de porcelaine pour les anciens, et qui surtout est devenu Junk Magazine ensuite, celui que vous connaissez maintenant, qui fonctionnait très très bien à sa petite échelle finalement. Et l'un dans l'autre, ça m'a permis de rencontrer des partenaires dont ma, à l'époque future et maintenant ex-associée, où on a commencé à travailler sur un projet d'import et de distribution de cosmétiques coréens en Europe. Donc ça a été un challenge majeur et pivot dans ma vie. On pourra en reparler plus en détail, mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé un peu à me professionnaliser. D'accord. Et aujourd'hui, comment on peut caractériser la cosmétique coréenne ? En fait, c'est quoi la principale différence avec les cosmétiques, je dirais, un peu plus traditionnels, classiques qu'on peut trouver en France ? Alors les différences, il y en a beaucoup, mais le point principal, ce qui fait que les soins coréens sont différenciants, ça va être vraiment au niveau de la partie high-tech, technologie. On va pas se mentir, la Corée du Sud, c'est un pays qui, à l'après-guerre, a dû vraiment fortement mettre l'accent sur une industrie en développement, justement pour pouvoir renforcer justement son économie. Et maintenant, s'asseoir dans le monde, mais à l'époque, l'objectif premier, c'était de remettre le pays sur pied. Et ça passait notamment par l'industrie de la cosmétique.
cosmétiques pour des raisons culturelles qui sont... Enfin, on pourrait refaire un podcast à côté en parlant de ça. Tu peux nous dire aussi. Oui, c'est vrai qu'en Corée du Sud, on est sur une société évidemment qui est confucianiste et où finalement l'apparence et l'interaction avec l'autre est très importante. Donc évidemment, ça passe par une industrie de la beauté qui est extrêmement pointue et des consommateurs qui sont très très exigeants aussi, que ce soit hommes ou femmes d'ailleurs. Donc ça donne lieu à une grosse compétition entre fabricants et l'un dans l'autre, ça tire tout le monde vers le haut finalement parce qu'on essaie de toujours faire mieux à un tarif toujours plus abordable. Donc la force des cosmétiques coréens, c'est ça, c'est d'avoir cette capacité justement d'être très réactif sur un marché, donc de proposer des choses novatrices très rapidement, mais surtout d'aller puiser aussi dans les racines de cette culture-là. Parce qu'en Corée du Sud, on a comme en Chine finalement une pharmacopée qui est très très forte, donc la médecine orientale, ce qu'on appelle le hanbang en Corée. Donc c'est vraiment un répertoire de milliers de plantes, de racines, qu'elles soient d'ailleurs brutes, fermentées, enfin sous tous leurs formats, que les Coréens ont vraiment... On va dire qu'ils ont vraiment cette capacité à faire des synergies entre ces plantes-là pour créer des effets qui sont boostés. Alors c'est évidemment dans le secteur de la santé, dans les médicaments, etc., mais aussi dans le skincare et le maquillage d'ailleurs. Donc on part vraiment à chaque fois de ces formules-là qu'on trouvera dans même les cosmétiques les moins chers. Il y aura toujours un petit clin d'œil à certaines plantes comme le ginseng, la Centella asiatica. Alors évidemment avec des degrés de qualité différents selon le prix, mais ils seront toujours là en très forte concentration. Et au-delà de ça, ils vont venir être complétés par des molécules de pointe, par vraiment des efforts au niveau de la galénique, des nanotechnologies aussi. Et puis alors... De moins en moins, mais c'est vrai que pendant une bonne dizaine d'années, on avait aussi constaté qu'il y avait beaucoup d'ingrédients aussi d'origine animale, comme de la bave d'escargot, de la protéine de soie, des choses comme ça. Là, on est de moins en moins là-dedans, finalement, en ce moment, en termes de tendance. Les Coréens arrivent à reproduire synthétiquement en laboratoire les vertus de ces produits-là, de ces matières animales, sans avoir recours justement à de l'extraction d'ingrédients animaux. Donc, c'est plutôt intéressant d'ailleurs. Ouais, donc vraiment, du coup, ça fait des produits véganes. Oui, là, c'est aussi la tendance en Corée, on pourra en reparler, effectivement. Mais c'est vrai que pour résumer, la force des produits coréens, c'est vraiment d'avoir cette appétence pour la nouveauté, pour vraiment s'adapter à son marché, à ses clientèles, féminines comme masculines, et surtout d'avoir su tirer parti de traditions très fortes, tout en les modernisant extrêmement bien, avec un savoir-faire technologique avancé. Et voilà. D'accord. Donc en fait, moi je pensais que c'était vraiment de la cosmétique coréenne, mais tu as aussi abordé la cosmétique japonaise qui rejoint, comme tu l'as dit, peut-être aussi la cosmétique. Est-ce que c'est du coup des produits minimalistes, des ingrédients? Comment en fait ils arrivent à intégrer ce côté minimaliste et on a l'impression finalement que ça ajoute beaucoup de cash au produit en soi. C'est une forme d'innovation. Comment toi tu t'expliquerais ce phénomène-là? Alors c'est vrai que pour moi les cosmétiques coréens et japonais ils sont assez différents. On me pose souvent cette question, quelle est la différence entre les deux? Si je peux faire vraiment des raccourcis très simples, pour moi les cosmétiques japonais ils vont être plus dans le fait d'apprécier les matières premières brutes de façon très ancestrale, très traditionnelle. On va vraiment travailler des poudres de riz, on va travailler ça va être beaucoup comme je disais des cocons de soie, ça va être des choses très simples et qui vont être moins poussées à l'extrême en termes de super technologie ou de packaging hyper aussi innovant ou ludique comme ça peut l'être en Corée du Sud. Donc pour moi il y a un peu une différence, ils sont un peu à deux vitesses ces pays-là et d'ailleurs ils sont un petit peu la guerre maintenant bon ils n'ont pas un passé facile non plus, mais c'est vrai que pour moi les deux industries finalement, les deux marchés sont différents. Après en Corée du Sud alors c'est vrai que quand on pense soins coréens, on pense souvent soins ludiques, mignons, les petits pandas, les choses comme ça. Ça c'était vraiment d'un autre temps. Je pense qu'on a eu justement cette difficulté sur le marché français de perception parce qu'en fait il y a certains grands groupes, pour pas citer Sephora notamment, qui ont eu l'idée de ramener des produits, des marques du style les Tony Moly, les choses comme ça. Les masques aussi. Ouais, tout ce qui était les masques justement en forme d'animaux, les produits en forme de pommes, de poires, de pandas, tous ces produits qui étaient vraiment à la mode au début des années 2000 en Corée du Sud, mais qui surtout parlaient à une clientèle plus étrangère, les touristes chinois par exemple, qui viennent faire leurs emplettes en Corée du Sud. Donc ça, c'est pas, on va dire que c'est
pas comme ça que les Coréens consomment, c'est pas les produits qui leur plaisent le plus. Au contraire, ils aiment les choses qui peuvent être aussi très épurées, minimales dans l'apparence et maximales en termes de formule, si on peut dire comme ça. Donc je pense qu'ils ont aussi beaucoup d'influence aujourd'hui de marchés comme tout ce qui va être un peu scandinave. Il ne faut pas croire, les Coréens, ils regardent aussi beaucoup ce qui se fait en France. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que moi, quand j'ai commencé à travailler avec eux en Corée du Sud, tout le monde était interloqué en 2015. On me disait, mais attendez, vous êtes française, vous voulez venir chercher des cosmétiques coréens pour les mettre sur votre marché qui est connu mondialement pour ses cosmétiques. Où va le monde? Ils ne comprenaient pas finalement parce qu'ils étaient vraiment en admiration aussi sur le savoir-faire français. Donc je pense que voilà, il y a aussi une double inspiration à quelque part. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Et du coup, comment est perçue la cosmétique coréenne en France? Qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau finalement par rapport à la cosmétique plus traditionnelle, classique française? C'est vrai qu'il y a un gros travail aujourd'hui de démocratisation encore sur la beauté coréenne. Aujourd'hui, c'est vraiment un petit cercle, une niche d'aficionados de cosmétiques coréennes qui consomment ces produits-là, bien que ce soit en train de s'agrandir. Moi, je le vois à mon niveau, que ce soit via le magazine, au niveau du lectorat, il est de plus en plus large. Avec j'ai un cœur de lectorat de 25-35 ans à 50%, mais le reste, c'est une clientèle de plus en plus âgée aussi. Donc, c'est intéressant de le noter. Donc, c'est vraiment de plus en plus de femmes qui s'intéressent à ces produits-là, même s'il y a eu un peu, comme je disais, des faux départs en France. Finalement, on a essayé d'instaurer des soins coréens, en appelant d'ailleurs ça soins kawaii, alors que kawaii, c'est japonais. Donc, c'est un peu une petite erreur culturelle. Ça n'a pas beaucoup plu d'ailleurs en Corée. Donc on a eu ce petit souci de mise sur le marché avec une approche très, très mignonne et très enfantine à quelque part. Et les Françaises en point de vente type parfumerie, donc les points de vente les plus accessibles à tous, elles se sont pas trop arrêtées sur les soins coréens. Elles se sont plutôt dit, bon, c'est chouette, je l'achèterai une fois, histoire d'avoir un accessoire fun dans mon sac à main. Exactement, c'est de l'achat d'impulsion. Et on n'avait pas un vrai retour, une vraie fidélité sur ces marques-là. D'ailleurs, voilà, les retailers l'ont vite compris. Ils ont très vite retiré cet assortiment-là pour mettre l'accent sur d'autres marques. Aujourd'hui, chez Sephora, on a La Neige et Innisfree, qui sont le groupe Amour et Pacifique, qui sont des marques un peu plus, entre guillemets, sérieuses dans la perception collective, parce qu'on est vraiment sur des soins qui ressemblent aux nôtres, finalement, même dans leur packaging. Donc, la beauté coréenne est en train de changer de perception, et aussi grâce, justement, à des créateurs de contenu, à quelque part, qui militent pour la K-beauty depuis assez longtemps, et dont je fais partie, en mettant l'accent, justement, sur le côté savoir-faire, performance, rapport qualité-prix aussi. Ça, c'est un point très important. Aujourd'hui, pourquoi les gens se tournent vers la beauté coréenne, c'est à la fois pour l'efficacité, dont on parle depuis tout à l'heure, mais aussi beaucoup pour le rapport qualité-prix. Typiquement, en Corée, on va avoir des produits facilement du 200 millilitres, voire plus parfois sur certains contenants, à des prix qui avoisineront les 30 €, maximum 50 €. Allez, sur les marques très 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 haut de gamme, on peut pousser encore un peu plus, mais c'est extrêmement rare de voir quelque chose dépasser les 70-80 €. Donc c'est plutôt des produits accessibles. Absolument. Et c'est ça qui fait aussi que les gens sont curieux et tentés par les soins coréens. Ils se disent, bon, je ne risque pas grand-chose à acheter un produit. S'il ne me convient pas, tant pis. Et finalement, à chaque fois qu'ils mettent le doigt dessus, en général, il y a très très peu de personnes qui reviennent, qui ressortent des cosmétiques coréens. Très honnêtement, je n'en connais aucune. En 10 ans de carrière, je n'ai jamais entendu une seule personne me dire moi, les soins coréens, j'ai essayé une fois, je ne réessayerai plus jamais. Au contraire, c'est toujours... Et moi qui ai eu une boutique en ligne à l'époque et une société d'import-export, clairement, on avait un taux de retour. Le rachat était quasiment immédiat. Nous, nos clientes, à l'époque, sur la boutique en ligne, elles achetaient un produit, elles rachetaient un panier 3 fois plus élevé la semaine d'après, même pas le mois d'après, la semaine d'après. Et ça ne s'arrêtait jamais, c'était des commandes mensuelles. On avait des comptes clients, 5 bons chiffres, quoi. Oui, d'accord. Et du coup, comment tu as réussi à convaincre justement ces marques-là à venir sur le marché français? Ça a été un gros challenge, je ne vais pas te mentir. Encore aujourd'hui d'ailleurs, même si ça fait déjà pas mal d'années que je les travaille au corps. Mais on sent quand même une évolution dans les relations franco-coréennes. Typiquement, quand je suis arrivée frappée aux portes de certaines marques en 2015, il y avait 2 réactions. Soit les gens étaient profondément interloqués, comme je te disais, qu'est-ce qu'une Française vient nous chercher là, et deuxièmement, effectivement, il y avait des personnes qui se disaient, mais
Mais en fait, on n'y avait jamais pensé, quoi. Enfin, c'était complètement surréaliste et c'était vu à cette époque-là comme une opportunité de développement. Après, très vite, la réalité du commerce prend le dessus et de la rentabilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu mets le marché français en face du marché chinois ou les États-Unis, qui sont aujourd'hui des marchés très dynamiques et très demandeurs de K-beauty, donc qui achètent énormément, notre marché est miniature à côté du leur pour les produits coréens. Comme on a déjà un marché assez saturé au niveau cosmétique, c'est plus difficile pour eux de pénétrer le marché français. Donc ça nécessite beaucoup d'accompagnement. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai eu l'idée de créer On The Shelf Agency, qui est justement mon agence d'accompagnement pour les marques coréennes qui souhaitent s'implanter sur le marché français. Et aussi pour tout l'écosystème français, pour aider aussi les retailers ou tous les acteurs en fait, de la cosmétique en France qui ont envie peut-être de sourcer des produits coréens, mais qui ne savent pas comment faire. Typiquement, qui ne savent pas quelle marque chercher. On a tous encore en tête le petit échec de la K-pop beauty chez Sephora. Forcément, personne n'a envie de reproduire ça. On a envie de bien faire. Donc, c'est un énorme travail. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que d'un côté, on a des entreprises françaises, donc des acheteurs qui ont vraiment une appétence pour les produits coréens, qui ne savent pas comment aller les chercher, qui ne savent pas comment travailler avec eux, qui souvent en plus veulent acheter les produits directement depuis l'Europe pour des raisons douanières et de logistique. Mais un manque aussi aujourd'hui en France, on n'a pas d'énormes importateurs qui a vraiment un vrai savoir-faire sur ce sourcing de produits coréens. Donc moi, mon but c'est aussi de les aider, ces importateurs-là, typiquement des gros importateurs cosmétiques qui gèrent des marques françaises et européennes, qui ont envie d'aller vers la K-beauty. Moi, j'essaie de les épauler un peu là-dedans aussi. Et puis ensuite, il y a tout ce travail de pédagogie. Voilà, de former le personnel de vente, de faire de la masterclass, des formations, des journées d'incentive. Donc tout ça, c'est encore assez neuf. Ça se met en place petit à petit. Typiquement, j'ai eu l'occasion de le faire pour Galeries Lafayette Champs-Élysées à l'époque. Et quand ça a ouvert, en 2019 déjà, ça passe très vite. Et ça fonctionne. On voit que les résultats ne sont pas du tout les mêmes en termes de vente. Donc, c'est quel axe que tu choisis de mettre en avant finalement, en fait, pour mettre en avant cette cosmétique alternative, je dirais. Alors, au niveau de la formation, tu veux dire par exemple de l'éducation déjà des consommateurs. En fait, comment tu donnes envie justement et tu fais comprendre que cette type de cosmétique est une bonne alternative, que ce soit dans le cadre de Galeries Lafayette ou autre d'ailleurs. En fait, on commence toujours, je crois que le point d'entrée qui fonctionne assez bien aujourd'hui, c'est la présentation du rituel de beauté coréenne en plusieurs étapes, ce qu'on a appelé aussi le layering. Finalement, ça a eu tendance à être beaucoup mis en valeur dans les médias, un peu diabolisé aussi parfois, ou alors dans la surenchère, type la routine beauté en 12, 15, 20 étapes des coréennes. Aujourd'hui, moi, je reprends ça comme une base, en expliquant pourquoi c'est bien, pourquoi c'est utile aujourd'hui pour la santé et la belle apparence d'une peau. Comment on peut le faire d'une manière hyper simplifiée, parce qu'en Corée, je connais personne qui utilise 20 soins d'affilée, ça n'existe pas, même 12. Bon, c'est aussi beaucoup de mythes. Mais typiquement, c'est un rituel quand même dans l'ensemble qui est beaucoup plus enrichi que le nôtre et qui fait sens. Et aujourd'hui, on peut partir de là pour expliquer à quel point ça peut être pertinent et expliquer en quoi les typologies de produits qui composent en fait le rituel sont intéressantes. Et après, effectivement, il y a aussi toute la partie de pédagogie sur les ingrédients, comme je te le disais tout à l'heure, sur le prix, sur le fait que, par exemple, aussi ce qui est convaincant à la fois pour une consommatrice et un acheteur, par exemple, type retail, ça va être de dire que, par exemple, chez nous, dans les cosmétiques, on a beaucoup des gammes spéciales anti-âge, des gammes que pour les peaux sèches, que pour les peaux ceci, les peaux cela. En Corée, on le verra beaucoup moins. Pourquoi ? Parce que, comme je te disais, les synergies sont tellement fortes et les effets sont tellement 360 degrés sur un cosmétique coréen. Il va à la fois traiter l'éclat du teint, prévenir les taches. Il va également travailler l'hydratation. Il va avoir un côté anti-inflammatoire, antibactérien, donc forcément moins d'acné aussi. Donc finalement, on a peu de chances de se tromper quand on choisit un produit coréen. Très peu. Tu m'as convaincue. Ouais, mais c'est vrai, je t'assure. Et ça, c'est un vrai atout. Déjà, en point de vente, c'est sûr que ça va être convaincant. Tu achètes, tu essayes. Même si c'est pas le résultat le plus dingue, tu verras du résultat. C'est sûr. C'est quasiment instantané. C'est combien de temps le résultat d'une routine Je veux pas tenir le discours du cosmétique miracle parce que ça n'existe pas. Mais honnêtement, les retours que j'ai depuis des années, c'est
waouh, à la première utilisation, que ce soit un nettoyant, une huile démaquillante, un toner, une crème, on me dit c'est dingue. Il y a de l'éclat, le teint il est lumineux, il est hydraté, du confort, parce que c'est des formules qui sont certes hyper performantes, mais très douces, avec des pH bas, avec beaucoup de technologies autour de la fermentation des actifs, par exemple, pour avoir justement beaucoup de bonnes lactobacilles, de nutriments qui viennent protéger la barrière cutanée, le microbiome. Enfin voilà, c'est... Encore une fois, il y a même... Il y a même des enseignes plus généralistes aujourd'hui qui pratiquent à peu près les mêmes gestes, du style Oh My Cream, et qui militent pour le double nettoyage depuis très longtemps. Oui. Ça, c'est un trait commun aussi avec les rituels de beauté coréenne. Et en général, quand les gens commencent par là, d'ailleurs, leur peau va beaucoup mieux. Donc il y a un effet vraiment quasi immédiat, mais qui dure aussi et qui s'affine avec le temps. D'accord. Et ça, c'est très convaincant. Parmi les cosmétiques minimalistes que je connais, il y a la marque Typologie et The Ordinary. Oui. Est-ce que je trouve qu'elle s'inspire pas mal de la cosmétique japonaise. Bon, tu nous as dit que c'était pas pareil que la cosmétique coréenne, mais est-ce que finalement ça se rapproche un peu des procédés que peuvent utiliser la cosmétique coréenne et japonaise? Oui, finalement, pourquoi pas, effectivement. Après, il y a aussi certaines marques, on parle beaucoup du layering coréen, mais il y a aussi de plus en plus de marques coréennes qui, justement, vont faire la part belle à des ingrédients bruts ou à une version plus allégée, plus minimaliste aussi des rituels de soins. Je pense à la marque Toon 28, par exemple, qui, elle, fait de la cosmétique à la fois solide ou aussi dans des paper packs, avec vraiment une gamme très courte, mais essentielle. Aujourd'hui, on assiste aussi à une concentration justement des étapes de soins. On va avoir des nettoyants qui vont être exfoliants, on va avoir des toners qui font essence, donc des toners enrichis en actifs très, très puissants comme un sérum. On va avoir des crèmes booster concentrées comme des sérums, alors que normalement la crème, elle joue plus un rôle de protection en fin de routine. Donc les rituels coréens sont en train de se concentrer un petit peu, et justement, il y a aussi une petite tendance un peu DIY ou justement actif unique qui se met en place en Corée sur certaines marques, et il y a une demande justement pour ça, notamment sur des actifs très ciblés comme l'anti-tache sur les marchés asiatiques, effectivement. Donc je pense qu'il y a un peu de toute façon aujourd'hui tout le monde puise un peu dans les inspirations internationales en termes de concept, et je pense d'ailleurs que les marques coréennes, si elles vont de plus en plus aussi sur de la labellisation bio, vegan, cruelty free, c'est peut-être aussi pour répondre un peu mieux aux standards internationaux et conquérir à quelque part une clientèle plus large. Il y a une marque qui est coréenne qui est très connue, et en tout cas qui fait un carton dans l'influence. En tout cas, je le vois partout sur Instagram, des créatrices de contenu qui en parlent. C'est Mine Cosmetics. Mine Cosmetics, c'est une entreprise qui est espagnole, mais qui fait partie aussi un peu des pionniers de la K-beauty en Europe, parce qu'ils ont commencé avec deux boutiques, il me semble, en Espagne, qu'ils ont étendu très rapidement sur l'Allemagne, sur l'Italie, un corner aussi sur Paris au sein d'un concept store, donc avec une boutique en ligne. Ils ont fait partie vraiment des tout premiers sur le marché, et effectivement ils travaillent beaucoup avec un réseau d'influenceurs justement. Et qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ce dispositif d'influence et les réseaux sociaux qu'utilise beaucoup cette marque-là? Est-ce que ça participe, j'imagine que ça participe quand même un peu à la démocratisation de cette marque et aussi des contenus, de la cosmétique coréenne. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu as un avis là-dessus ou non d'ailleurs? Si, bien sûr. En plus, je les connais très bien. On a travaillé ensemble, donc je pense pouvoir t'en parler un petit peu. Alors, effectivement, pour moi, ce type de revendeur multimarque, parce que c'est ça aujourd'hui, c'est vraiment de la boutique multimarque, avec, je pense qu'ils doivent avoir au moins une vingtaine de marques, avec plein de références à chaque fois à la clé. Je sais pas combien de références ils ont, mais ça doit être au moins... Je pense qu'ils doivent être au moins autour de 300-500 refs. Donc c'est quand même colossal. C'est hyper intéressant parce que ça permet de faire à quelque part finalement un peu une espèce d'étude de marché, de voir les marques qui fonctionnent pas sur le marché européen, et de conseiller aussi les marques derrière et leurs partenaires pour leur dire, parce que moi je suis passée par là, j'ai aussi eu une structure qui à l'époque était concurrente de Mine d'ailleurs. Et typiquement ça permet de faire du feedback aux marques et de leur dire voilà, aujourd'hui tel produit de votre gamme ne fonctionne pas en Europe, prenons autre chose. Donc il y a un vrai travail de consulting auprès des marques à faire à ce niveau-là. Et puis ensuite, pour répondre à ta question sur l'influence, pareil, ça permet de travailler avec des vrais ambassadeurs, déjà des gens qui sont
très adeptes de la beauté coréenne, donc souvent des micro-influenceurs, des nano-micro-influenceurs, mais qui convertissent extrêmement bien. Et moi, j'en fais partie, parce que j'ai pas un compte à 3 millions d'abonnés, mais néanmoins, toute plateforme confondue, je suis à peu près à 10 000, mais je sais que c'est des gens, si demain, moi, je suis convaincue par quelque chose. J'avais fait une enquête d'ailleurs sur mon magazine et il y avait presque un taux de 100% de personnes qui avaient déjà acheté un produit sous conseil de Junk Magazine. Pour te dire, donc c'est vraiment des gens qui te font une confiance, pas aveugle, mais presque, parce qu'ils savent que, en général, les influenceurs ou micro-influenceurs intéressés par la K-beauty sont assez critiques, parce qu'il y a une offre qui est tellement importante aussi sur le marché coréen que nous, quand on n'aime pas quelque chose, on le dit. Et je pense que notre trait commun, c'est aussi d'être des passionnés de skincare avant tout, et d'avoir une forte capacité aussi d'analyse sur les compositions, sur tout un tas de choses. Donc, aujourd'hui, c'est très important pour des entreprises comme Mine de travailler avec ces ambassadeurs-là, quelle que soit leur taille. Et d'ailleurs, ça crée aussi l'attrait pour des influenceurs plus importants. Moi, j'ai déjà eu des retours en ce sens de certaines boutiques, justement, qui travaillaient d'abord avec des petits et qui ont eu des contacts de plus grands ensuite derrière, parce qu'ils entendaient tout le temps parler de beauté coréenne et que ça leur donnait envie. Donc le rôle aujourd'hui, il est assez capital et ça permet aussi, je pense, d'expérience, de capter l'intérêt des grands, justement des grands acheteurs dans des grands groupes parce qu'ils gardent beaucoup les yeux sur le marché, sur l'influence, sur les Instagrammeurs, etc., les YouTubeurs. Et c'est comme ça qu'ils repèrent aussi les tendances de demain. Donc finalement, ça permet finalement à tous les acteurs du marché de bien faire son tri à quelque part. Et qu'est-ce que tu recommanderais du coup, toi, dans un dispositif d'influence social media à une marque cosmétique coréenne? Alors, les marques coréennes, c'est vrai qu'aujourd'hui, elles ont encore un peu du mal à se débrouiller de par elles-mêmes. Donc souvent, elles passent justement par le biais de leurs représentants, de leurs distributeurs au niveau local. Donc, comme tu disais, Mine Cosmetics ou d'autres boutiques, oui. Il y en a plein sur le marché aujourd'hui. Pour elles, c'est plus simple de s'en remettre finalement à leur partenaire local en disant, toi, tu connais ton marché, tu sais qui sont justement les leaders d'opinion sur ton marché. Donc, voilà, on te fait confiance, on peut te donner du PR sample et tu peux aller faire le dispatch derrière. Moi, je sais qu'à l'époque, c'était pareil. Nous-mêmes, de notre propre chef, on avait organisé une journée de presse dans mon ancienne boutique K-beauty pour justement inviter les journalistes aussi, parce que c'est important d'inviter aussi la presse et en complément des influenceurs, parce qu'il y a besoin aussi de faire pas mal de pédagogie auprès de la presse. Donc, c'est une méthode plus simple pour les marques coréennes qui n'ont pas finalement de point de chute ici. Après, il y en a certaines qui recrutent de plus en plus des Global Sales Managers ou des personnes responsables des marchés étrangers en interne dans leur boîte en Corée et qui sont aussi un peu multitâches et vont aussi beaucoup démarcher les influenceurs pour faire des relations presse-influenceurs. Ouais. Par contre, la problématique, et moi je les sensibilise énormément à ça, c'est qu'avant de faire ça, il faut d'abord être sûr d'avoir une bonne stratégie de distribution. À quoi bon faire des relations avec des influenceurs si derrière la marque n'est pas vendue sur le marché français ? Ça n'a pas de sens parce que ça crée une frustration à quelque part. Ouais. On travaille une image d'une marque qui n'est même pas sur le marché, qui est inconnue. Donc c'est difficile. Et puis en plus, c'est difficile de contacter un influenceur, de lui proposer une marque inconnue au bataillon. Oui. Très franchement, surtout qu'en ce moment, les influenceurs marchent un peu sur des œufs à plein de niveaux parce que c'est notre crédibilité qui est à chaque fois mise en jeu et c'est très facile de se faire prendre à partie sur les réseaux sociaux. Donc, on fait très attention aux partenariats tissés avec certaines entreprises. Donc, quand c'est une entreprise inconnue, on a tous encore en tête les scandales dropshipping et autres. Donc, on fait toujours très attention quand on ne connaît pas une marque. Donc, moi, le conseil que je donne aux marques, c'est vraiment de pouvoir passer par une agence comme la mienne ou alors passer par leur référence sur le marché et tout simplement d'attendre d'être prêt pour faire des relations influenceurs. Bien sûr, oui. C'est frustrant aussi d'être potentiellement un client et une cliente et de ne pas pouvoir trouver le produit. Ah, mais c'est arrivé plein de fois. Moi, je sais que c'est arrivé trop de fois, justement, et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai dit, bon, il va falloir reprendre les choses dans le bon ordre. D'abord, vous regardez le marché, on l'analyse ensemble, on voit ce qui est faisable ou pas, si votre marque est adaptée au marché, quelles lignes de produits peuvent être adaptées au marché. On crée ensemble une stratégie justement de distribution sur ce marché-là. On va chercher un vrai partenaire prêt à miser sur vous à quelque part. On met en place
pareil aussi un peu du contrôle, parce que ça part dans tous les sens. Je pense que tu as vu des cosmétiques coréens, il y en a à tous les prix aujourd'hui quand tu cherches sur Internet. Donc, pour maîtriser un peu l'image de marque, c'est hyper important de les accompagner là-dedans aussi. Et ensuite, on passe sur le volet communication, marketing avec une stratégie d'influence ficelée. Mais c'est vrai qu'ils ont tendance à se dire, tiens, je vais envoyer plein de produits à des influenceurs, ça va nous faire de la pub. Nous, on pourra mettre ça sur nos petits PowerPoint en Corée pour dire, regardez, on a des Français qui parlent de notre marque. Mais c'est pas suffisant pour réussir sur le long terme, hélas. Ouais. Et parmi tous les voyages que tu as pu faire en Corée, qu'est-ce que tu retiens finalement en termes déjà de différence de consommation, en termes de cosmétiques, mais plus largement en fait par rapport au rapport aux marques et à l'influence aussi sur place? Oh là là, il y a tellement de choses à dire. Déjà, quand tu arrives à Séoul, pour parler de Séoul, parce que bon, c'est quand même un peu le foyer, voilà, en Corée du Sud, c'est la capitale, c'est normal. Quand tu arrives à Séoul, quand tu sors du métro, notamment quand tu es à Gangnam, donc c'est là où toutes les grosses entreprises de cosmétiques sont majoritairement implantées, où il y a les bureaux. Quand tu sors de là, tous les 2 mètres, il y a une clinique esthétique ou une clinique dermatologique. Rien que dans le métro, déjà, il y a plein de petites boutiques comme ça, des échoppes de cosmétiques coréens. Voilà, on peut acheter ce qu'on veut dans le métro. Franchement, culturellement, la première fois, ça te fait un choc. Tu te dis, ah ouais, quand même. Moi, j'étais déjà consciente de cet aspect-là avant d'y aller la première fois. Et quand j'y suis allée, je me suis dit, purée, mais c'est incroyable. Et en fait, c'est ouvert quasiment 24/24, 7 jours sur 7. Et il y a de l'attente en plus, c'est qu'il y a du monde, c'est rempli tout le temps. En fait, il y a un rapport à la beauté qui est vachement moins tabou que chez nous. Typiquement, t'aimes pas quelque chose chez toi, il n'y a aucun problème à aller corriger ça. Après, évidemment, avec certains extrêmes aussi, malheureusement. Ouais, c'est quand même impressionnant de voir que la dermatologie, elle est accessible à tous comme ça et de façon très simple. Et ouais, ça a été pour moi un peu la première claque. Après, au niveau des sociétés, quand tu vas les voir, effectivement, bon, après c'est autre chose, mais c'est plus le côté vraiment culture d'entreprise, hiérarchie, très importante. Bon, maintenant ça va mieux, mais pas forcément toujours des places pour les femmes au grand poste. Voilà, ça a été assez surprenant. Moi, j'ai des anecdotes assez décevantes aussi, du style, tu arrives dans une entreprise pour un rendez-vous assez important, avec des grosses négociations à la clé, les 2 représentants qui viennent te chercher, qui disent « Ah, mais c'est vous, là, la CEO ?» Moi, je crois que vous étiez le modèle, là, pour le shooting d'après. Voilà, donc ça veut tout dire. Voilà, ça reste une société très patriarcale, quand même. Est-ce que tu posais ces questions par rapport à la K-pop, qui prend énormément aussi d'ampleur en France, avec notamment le groupe de musique BTS, qui est super connu. Maintenant, et donc, je voulais voir avec toi justement ton ressenti par rapport à tout ça. Finalement, en fait, ça dépasse la cosmétique. C'est vraiment toute une culture qui est mise en avant. Plein d'aspects, je trouve, qui sont super intéressants et qui vont peut-être aussi bousculer certaines de nos pratiques en France. Ah, c'est clair, la Hallyu, donc la vague culturelle coréenne, elle est en marche, et là c'est même plus une vague, c'est un tsunami, je pense, avec notamment sous l'égide de BTS, qui maintenant est quand même connu dans le monde entier. Effectivement, à l'époque, la Corée, tout ce qu'on en connaissait, c'était éventuellement la food, la nourriture. Les adeptes de cinéma coréen, c'était vraiment une toute petite niche réservée aux élites en France. Personne ne consommait de cinéma coréen. Et là, c'est en train de un petit peu prendre dans toutes les franges de la société. Tu parlais aussi des manhwas, donc les webtoons, manhwas, donc un peu comme les mangas à la coréenne. Tout ça, c'est vraiment en train de révolutionner effectivement notre manière de consommer la culture de façon générale, avec aussi, encore une fois, un aspect très, très innovant. Même dans la façon dont sont présentés les produits. Tu vois, la Corée, c'est vraiment aussi le pays du digital. Donc, typiquement... Tu vois, le manhwa, par exemple, c'est pas comme le manga papier, c'est beaucoup consommé sur les smartphones. Donc vraiment, c'est des usages qui sont assez révolutionnaires, même au niveau de la cosmétique. Les cosmétiques en Corée sont majoritairement vendus aussi à leur home shopping, donc les chaînes de télé home shopping, mais aussi beaucoup du social shopping, des lives Instagram où il y a des ventes, c'est des centaines de milliers d'euros parfois, je veux dire, en une vente. Enfin, c'est incroyable en termes de volume. Donc tout ça, je trouve que c'est extrêmement inspirant aussi pour notre marché et pour l'industrie
l'industrie de la cosmétique, même en France. Hein. Ouais. Surtout les usages des réseaux sociaux. Totalement. Ils ont l'équivalent, alors je ne sais pas s'ils ont Instagram ou pas. Ouais, Instagram, c'est très populaire en Corée du Sud. Après, au niveau des blogs, tu as beaucoup de Naver, donc c'est l'équivalent de Google, ils ont Naver Blog. Ils ont beaucoup d'applications indépendantes aussi qui sont en train d'exploser, notamment une qui a été rachetée là pour... je ne vais plus te dire de bêtises sur le montant, mais en tout cas plusieurs millions d'euros. Qui s'appelle Piki. Donc en fait, c'est des applications, c'est pas exactement comme Yuka, mais c'est déjà c'est beaucoup plus pointu, c'est plus adapté parce que c'est vraiment 100% cosmétique. T'as Huawei et Piki par exemple qui sont 2 applications mobiles vraiment pour les utilisateurs de cosmétiques qui vont être à la fois des applications de scan cosmétique mais surtout des applications collaboratives d'usagers, donc avec le partage de tests, des analyses hyper poussées, du travail aussi avec des professionnels de la cosmétique qui interviennent sur ces plateformes-là. Donc il y a un vrai échange avec les consommateurs qui est beaucoup plus proche et beaucoup plus transparent en fait que chez nous. Et d'ailleurs, fun fact, 30% des utilisateurs de ces applications-là sont des hommes. Ouais, en Corée. Donc ça, c'est pareil. Franchement, il y a tellement de choses hyper intéressantes dont on pourrait s'inspirer à notre échelle aussi. Ouais. Et parmi les projets sur lesquels tu travailles en ce moment, sur les marques que tu vas développer en France, etc., qu'est-ce qu'il y a d'innovant, des nouveautés que tu veux partager avec nous ? Oh là là. Alors déjà, de mon point de vue, qui est un peu la double casquette créatrice de contenu K-Beauty et en même temps chef d'agence marketing spécialisée du marché de la cosmétique sud-coréenne, je travaille sur plein de volets différents à quelque part et c'est ça qui n'est pas évident. Mais le point central de tous mes projets, c'est que j'ai vraiment envie de continuer les accompagnements quels qu'ils soient, hein, que ce soit avec des grands groupes français, que ce soit avec des revendeurs de cosmétiques coréennes en France spécialisés donc, et que ce soit avec les marques coréennes en fait, ou même auprès du grand public. Moi, mon point central, c'est vraiment continuer l'éducation et la pédagogie autour de ces soins-là, de ce savoir-faire-là. J'ai vraiment envie de continuer des initiatives. Typiquement, là, je sors d'un week-end complet de masterclass avec des groupes à chaque fois avec une dizaine d'élèves. Hyper intéressant. Ça a été vendu en quelques jours et c'est pas du tout surprenant parce qu'il y a une vraie demande aujourd'hui. Les gens ont envie de découvrir les cosmétiques coréens, mais avec un vrai regard. Un regard un peu plus pointu, un peu plus affiné et pas forcément, comme je te disais, le côté sensationnel qu'on peut voir dans différents médias. Après, je sais que c'est pas fait de manière volontaire ni quoi que ce soit, c'est juste que tout le monde a envie aujourd'hui de parler de Corée et que il y a encore beaucoup de mystères autour de la Corée du Sud, pour résumer. Donc moi, mes projets professionnels sont beaucoup autour de l'accompagnement et la pédagogie. Faire des conférences, je fais énormément de conférences aussi, que ce soit pour des événements grand public ou même d'entreprises, des formations aussi, pour des équipes marketing ou recherche et développement. Et continuer aussi cette pédagogie auprès des Coréens dans l'autre sens. Pour leur expliquer comment nous on fonctionne, parce qu'on ne fonctionne pas du tout de la même façon. Aujourd'hui, ils savent qu'il y a une vraie appétence de la France pour la Corée du Sud, et notamment pour la cosmétique. Je t'ai pas donné de chiffres, parce que là je suis en train d'éplucher les tout derniers, parce que ceux que je vais te donner sont pas encore à jour. Mais typiquement, aujourd'hui, la France, c'est le premier marché européen consommateur de cosmétiques coréens. Ça représente 35% des parts de marché en Europe. C'est un indicateur très fort. Ouais, il est fort cet indicateur, clairement. Sur l'Europe totale, c'est 160 millions de dollars d'import de produits coréens, enfin cosmétiques coréens. Produits coréens, j'ai pas le chiffre, mais ça doit être colossal, hein, que ce soit par la food ou par le reste. Donc voilà, c'est des chiffres qui sont vraiment importants. Et dans le monde, on estime que d'ici 2026, ça va représenter 21 milliards de dollars de recettes. Donc c'est assez... Aujourd'hui, pour moi, on n'est plus sur de l'anecdote. C'est pas juste une tendance en fait. Et je pense que demain, les soins coréens, ils seront sur les étagères en point de vente au même titre que des marques américaines, les Dermalogica, etc., sans être marketés Corée. Parce qu'aujourd'hui, ils sont toujours parqués dans des corners spéciaux K-Beauty, Corée, mis en avant, avec le drapeau coréen ou alors 2 pandas pour illustrer le fait que ce soit un corner K-Beauty. Et je pense que typiquement demain, on sera plus là-dedans. Et c'est dans un avenir très proche. Et il me semble que tu accompagnes une marque
pour cosmétiques pour enfants. Oui, alors mieux que ça. Oui, je travaille actuellement sur la co-création justement d'une marque de cosmétiques pour enfants. C'est assez surprenant. Ouais, c'est vraiment un projet pas sorti de nulle part, mais qui était assez inattendu pour moi, c'est mon associé qui est venu me proposer ce projet-là. Alors c'était une Coréenne qui s'appelle Dongsin, à qui je travaille finalement sur d'autres choses depuis très très longtemps, parce qu'elle faisait beaucoup, elle a un parcours plutôt Sciences Po, etc. Donc elle a beaucoup travaillé aussi dans toutes les relations un peu France-Corée, et on se croisait énormément dans des événements comme ça. Et en fait, je ne savais pas, mais elle avait pour idée justement de créer cette marque de cosmétiques. Alors c'est des cosmétiques pour enfants, spécialisés justement sur l'eczéma des enfants. D'accord. Avec derrière vraiment toute une pédagogie bien particulière, inspirée des rituels de soins familiaux coréens. Et cette marque s'appellera donc Sunskin, parce qu'en fait Dongsin, elle a de l'eczéma à un très très fort niveau depuis toute petite. Elle a vécu entre France et Corée, elle a été accompagnée par les meilleurs dermato-coréens, et du coup on s'est retrouvés à travailler cette marque-là, parce qu'elle, c'est un projet de cœur évidemment, puisqu'elle a souffert de ça toute sa vie, et surtout enfant, c'est très traumatisant pour les enfants qui peuvent même pas dormir la nuit parce que ils ont justement des crises quand même assez fortes. Et elle m'a parlé de ce projet-là. Elle m'a dit, écoute Laura, moi il y a des fois je bute sur des trucs et je suis sûre que tu pourrais répondre à toutes ces questions et me former aussi. Et ni une ni deux, j'ai dit bon d'accord, j'en ai bien chargé, mais c'est un projet qui me plaît énormément parce que moi les enfants, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Donc du coup ça m'a beaucoup parlé. Et je me suis dit, allez, on va faire ça. Donc là, on travaille sur le développement de cette marque-là, donc fabriquée en Corée du Sud, à l'aide justement de sa dermatologue qui a accepté de jouer le jeu et de nous aider pour la formulation. Donc vraiment un truc à la pointe. Cool. Ouais, j'ai trop hâte. C'est énormément de travail. Ouh là là, je veux pas me prononcer sur parce que ça démarre, on vient de démarrer ça. Donc franchement, ce serait super optimiste de te dire à la fin de l'année. Moi, c'est plutôt l'année prochaine à mon avis. Mais en tout cas, le plus vite possible. Mais on veut faire les choses bien, donc je préfère prendre le temps. Sachant qu'en plus, avec le Covid, il y a eu beaucoup de ralentissements dans les chaînes de production, le sourcing des matières premières. L'export aussi, c'est pas évident, et ça coûte très très cher. Les prix de transport ont vraiment flambé. Donc là, on est entre de bonnes mains, et on bénéficie aussi de l'accompagnement d'Inco, Incoplex, Inco Beauty, le programme porté par le groupe Coty. Donc super. Très très contente d'avoir pu pitcher devant Coty. Ça a été un honneur. Pour ceux qui ne connaissent pas Coty, tu peux dire en 2 mots ce que c'est? Un très très grand groupe, notamment de parfumerie. En France, ils gèrent notamment Kylie Cosmetics, il me semble, les parfums Guerlain, Burberry, Chloé, etc. Ouais. D'accord. Ok, écoute, je te souhaite beaucoup de réussite pour la suite, et tu reviendras peut-être nous parler de la marque qui sortira. Avec grand plaisir, j'ai hâte. En tout cas, moi je souhaite surtout beaucoup de réussite à toutes ces belles marques coréennes de façon générale, et de faire en sorte que demain, Claqué Beauty soit vraiment une réponse à des gens qui ont des vrais problèmes de peau et des vrais besoins particuliers, et qui s'ennuient un peu avec ce qu'ils ont dans leur salle de bain, quoi. Ouais. Une touche de fun, et c'est une forme d'espoir aussi à quelque part, parce que quand tu commences à plus voir de résultats sur ta peau, et que tu prends en main des cosmétiques et que tu te dis waouh, ça y est, j'entreaperçois la lumière, il y a un peu de résultats, et en plus je m'éclate. Ça, pour moi, c'est les plus beaux des retours en général. Écoute, merci beaucoup pour ta présence sur ce podcast. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à partager cet épisode au sein de votre réseau. Ceci aide grandement à la visibilité du podcast. Et laissez un avis avec 5 étoiles sur Apple Podcast. J'apprécie énormément vos retours, et cela m'aide à adapter le contenu en fonction de vos besoins. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à me partager les sujets et les invités que vous souhaitez aborder ou écouter. Enfin, j'organise des events mensuels pour aborder une thématique spécifique de l'influence, alors n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter du podcast pour avoir les informations en avant-première. À très vite!